Alors merci d'être aussi nombreux à ce 412e First sur le thème Perdre du temps pour en gagner. J'invite à me rejoindre sur scène Claudio Chiacchiari, fondateur et directeur de Saisir le temps, l'intelligence musicale. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Bien, merci pour cette introduction tout à fait intéressante qui nous amène déjà en plein dans le débat, puisque j'espère que ça ne va pas poser de problème à l'affaire, mais je vais vous parler de perdre du temps, non pas pendant les pauses, mais bien pendant le temps de travail. Et effectivement, c'est une question très vaste, l'art étant évidemment de ne pas avoir de soucis avec l'employeur dans l'exercice de cette perte de temps. Je vais d'abord introduire le sujet du temps en commençant par un dia synthétique qui résume un ouvrage de quelques centaines de pages, Jeremy Rifkin, L'âge de l'accès, qui nous dit la chose suivante au sujet du capitalisme. On est en train de vivre le passage du marché au réseau, le passage de la propriété à l'expérience et à l'accès. On commence à privilégier le service par rapport au produit. On commence à privilégier la location plutôt que l'achat. Le tangible devient moins important que l'immatériel. La relation client discontinue devient une relation continue. Et ce qui devient de plus en plus important, c'est le qualitatif plutôt que le quantitatif dans les relations économiques au sens le plus large. Alors on me dirait, mais qu'est-ce que ça vient faire là dans la question du temps ? Bien, la thèse centrale de cet ouvrage, c'est de dire, en réalité, selon lui, il y a une mutation dans ce capitalisme qui commence à valoriser non plus l'espace et donc la propriété, mais le temps. Ce temps qui devient, pour nous tous, je pense, l'objet de lutte, autant dans le lieu de travail qu'en dehors. Cette quête du temps, beaucoup s'interrogent sur pourquoi ce temps semble nous filer entre les doigts alors qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour essayer de le gérer au mieux. C'est ce qu'on va essayer d'évoquer sous divers angles dans cette présentation. La présentation, elle sera faite d'une introduction. Je vais essayer d'évoquer la notion du temps, de qu'est-ce que signifie perdre le temps, et puis ensuite le cœur de la présentation, on va dire 25 minutes. Pourquoi perdre le temps ? Pourquoi perdre du temps ? Quelles bonnes raisons de perdre du temps ? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Et puis, de manière accelerando, vers la fin, quelques constats et conclusions. Commençons tout de suite par citer les classiques. Quand on n'a pas de temps à perdre, chapitre 14, Petit Prince. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. La morale de l'histoire, s'il y en a une, pour moi, c'est que si l'allumeur n'a pas de temps à perdre, eh bien, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas de temps à perdre, il n'y a pas de place pour l'autre. J'aimerais tout de suite vous poser une question, puisque je vais essayer d'entrer en dialogue avec vous dans cette intervention. Vous vous sentez plutôt allumeur ou petit prince ? Et on ne va pas féminiser la question parce que ça sonnerait beaucoup plus mal. Alors, qui se sent plutôt allumeur de réverbère dans son travail ? Qui se sent... Non ? Vous ne voulez pas avouer ? Bien. Qui se sent petit prince ? Bien. Tout va bien, alors je peux m'en aller. Bon, eh bien, vous avez bien de la chance.
Je vais donner un exemple déjà de qu'est-ce que ce temps à perdre, au fond, pour faire quoi ce temps. Voilà un contexte pris récemment dans une institution genevoise, les HUG, un grand article qui est paru c'est une interview du docteur Perrier, futur directeur médical des HUG. Et dans cet article, on nous dit ceci: médecins et soignants passent de plus en plus de temps à documenter ce qu'ils font. Lorsqu'un matin, il y a 5 ans, j'ai vu les 4 infirmières du service rivées à l'ordinateur, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Voilà. Pourquoi elles sont sur l'ordinateur? Parce qu'elles n'ont pas de temps à perdre. Alors, évidemment que le patron, il se dit, bien, il faut redonner du temps, il faut qu'elles aient du temps à perdre. Pourquoi? En l'occurrence, pour leur cœur de métier qui est soigner les patients. Cette notion de perdre du temps, c'est au fond, s'il fallait le définir, c'est essayer de faire toutes ces choses dont on sent qu'elles sont importantes, mais qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a des choses plus importantes à faire, plus tangibles. Et puis on se dit, voilà, je remets, mince, tant pis, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors je vais essayer d'étayer tout au long de la conférence sur ces fameuses choses qui paraissent importantes à la plupart d'entre nous. Dans La Montagne Magique, un livre totalement ennuyeux, plus de 1000 pages, extraordinairement ennuyeux, qui se passe à Davos, il y a un chapitre absolument phénoménal qui s'intitule « Digression sur le temps », où Thomas Mann s'interroge sur qu'est-ce que le temps. Et il dit en gros la chose suivante, il dit « C'est étonnant de constater comment ce temps, lorsque par exemple une journée d'ennui dans mon travail, eh bien, cette journée me paraît interminable. Mais si d'aventure on accumule une vie d'ennui, et qu'on se retourne sur cette vie-là, eh bien, on a l'impression que la vie s'est écoulée en un instant. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'une journée de travail est passionnante, cette journée passe en un instant. Et lorsqu'on regarde la vie d'un homme ou d'une femme qui a eu une activité passionnante toute sa vie, on a l'impression que la durée de sa vie a été immense. Premier paradoxe du temps, première manière de montrer que le temps de l'homme ou le temps de l'humain n'est pas le temps des montres. Il est plus complexe, il est plus multiple. Une autre, si on va un petit peu plus loin dans cette notion du temps, il y a des travaux de physiciens, notamment, là je cite un ouvrage, je vais en citer beaucoup, je suis désolé, mais la lecture m'aide à réfléchir. Étienne Klein, c'est un ouvrage très, très agréable à lire, qui évoque la question du temps objectif et du temps subjectif. Alors il ne le dit pas comme ça, mais pour les physiciens, il y a le cours du temps ou le temps série. Et vous avez là sur l'image un artiste qui a créé, je ne sais pas si vous voyez avec... voilà, à gauche, donc, il a eu la bonne idée, Opalka, pendant 35 ans de sa vie à peu près, d'écrire, à raison de 6 heures par jour, des chiffres sur des tableaux. Ce temps série, c'est quoi? C'est un temps discontinu, c'est le temps de la montre, c'est le temps de la seconde, c'est un temps qui est égal à lui-même, des éléments objectifs qui traversent les corps et l'univers, un temps totalement neutre, si on veut, voilà. Et puis, il y a un autre temps qui affecte les systèmes, dont les êtres humains, au niveau macro, qu'on dirait plutôt temps devenir, où c'est un temps qui est continu. On ne voit pas la transformation s'opérer. Alors, ce même Opalka, qui n'est pas forcément un guéluron, en tout cas sur les photos, il s'est photographié pendant à peu près 35 ans, toujours dans la même position, pour montrer la transformation de son être, affecté par ce temps qui passe à travers lui. Continuité du temps humain et aussi diversité des temporalités du temps humain d'un côté, et de l'autre côté, universalité, uniformité d'un temps des montres, qui si utile, sur lequel d'ailleurs l'économie aujourd'hui et le capitalisme s'est construit. On sait que le chronomètre a été l'engin fondamental dans le taylorisme pour les gains de productivité. Alors au fond, la grande question, et j'y reviendrai tout au long, mais je la pose déjà, c'est comment, non pas réfuter cette importance du temps de la montre, mais c'est comment peut-être un peu mieux équilibrer le temps de la montre et le temps et les temps
de l'humain qui sont tout à fait divers. Je prends un simple exemple, un peu une démonstration par l'absurde. Si, comme moi, vous faites partie des seniors, vous avez peut-être connu la fraise du dentiste sans anesthésie. Et je me rappelle très bien de ça, j'oublierai jamais quand j'étais petit. Eh bien, la seconde était interminable. Hein. Un coup de fraise du dentiste, 10 secondes, c'était vraiment très très long. Une soirée avec un ami très cher à jouer aux échecs ou avec une chérie, l'heure est très courte. Il y a des répertoires temporels, des gens comme un chercheur qui s'appelle Clark ont essayé de sérier ces répertoires temporels. Le répertoire de la réunion où on s'ennuie, par exemple, et puis où on associe une durée interminable, ou le répertoire du temps où on fait quelque chose de fascinant, et le temps passe, comme disait Thomas Mann, en un instant. Nous sommes constitués de ces temporalités multiples, et encore une fois, la question c'est comment concilier ceci au mieux dans des organisations extrêmement complexes, avec une très grande diversité d'individus. Alors, avant de passer à quelques illustrations dans les entreprises, j'aimerais montrer ce que font les musiciens, puisque les musiciens, vous le savez peut-être, sont les maîtres du temps et pas les horlogers. Ils sculptent le temps, ils donnent des formes au temps, ils travaillent avec le temps de façon primordiale, essentielle. Et j'aimerais vous faire écouter 2 extraits d'une même valse de Chopin, qui vont illustrer un principe fondamental qu'on a en musique. J'en dis pas plus. J'aimerais simplement vous poser la question suivante. Après l'écoute de ces 2 extraits, je vous demanderai lequel des 2 avez-vous préféré, c'est le même extrait, et pourquoi éventuellement. Hein. Donc, lequel des 2 préférez-vous? Voici. Deuxième extrait. Qui a préféré l'extrait 1?
Qui a préféré l'extrait 2? Bien. Vous pouvez me dire pourquoi, peut-être, pour le 1? C'est plus mélodieux, plus léger, oui. Tempo plus régulier. Alors là, il y a déjà une excellente remarque. Plus harmonieux. Oui. Oui, oui, très bien dit, très bien dit, très bonne écoute. Une succession de vagues dans la deuxième, donc un peu mal de mer. Oui, oui. Accélération, décélération, oui. Ah oui, je ne fais pas de statistiques, mais effectivement, il pourrait y avoir un petit changement. Je crois que je les ai passés dans les deux sens. En général, on a à peu près le même résultat, sans compter que dans le deuxième extrait, la qualité du son est moins bonne. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Merci pour ces... Oui. Pour le deuxième. Oui. Oui. Merci. Oui. Ah ah. Oui. Très mesuré. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Merci. Autre... Ah ah. Attention, hein, quand vous saurez tout. Mais allez-y, allez-y, c'est bien. Oui, 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 oui. Ah, c'est fabuleux ça. Oui. Oui, oui, intéressant. Je crois que là, il y a ce sentiment qui a déjà été exprimé d'une mesure. C'est-à-dire, en tout cas, il y a quelque chose de très stable qui, évidemment, donne confiance, non? Vous sentiez vraiment une sorte de processus de ralentissement. Oui, oui. Alors après, je vais faire un peu le métronome. Pourquoi? On va repasser un petit peu parce que... Oui? Oui? C'est juste? Oui? Alors là, il y a quelque chose... Tout à fait. Même si chez Bach, il y a ça aussi. D'accord. C'est une remarque alors très déjà érudite, mais tout à fait fondamentale. Très bonne remarque. Ça se répète. Et puis, qui dit répétition dit forcément variation. Sinon, attention au risque d'abrutissement. C'est juste. Une dernière, peut-être, oui. Enfin, deux dernières. Et puis. Oui.
une exécution. Tout à fait. D'accord, alors merci, c'est vraiment très riche. Je prends encore une, puis après je vais décoder parce qu'il y a vraiment une... Oui, pardon? Oui, vous avez raison, ça dure 1 minute 27 dans le premier, c'est la même chose, alors que dans le deuxième, c'est 1 minute 13. Oui, il a de toute façon un tempo qui est plus lent, mais vous avez perçu, alors vraiment de manière remarquable. Alors effectivement, le premier extrait, c'est YouTube 300 vues. Donc, un honnête amateur qui travaille correctement son piano. Hein. Vous avez sur un beau piano droit dans la chambre à côté des CD. Et le deuxième, alors c'est vrai que, et là je rejoins tout à fait ceux qui n'ont pas forcément apprécié, on ne joue plus comme ça. Mais je tiens beaucoup à ça parce qu'il s'agit de Moritz Rosenthal. Moritz Rosenthal, un titan du piano, qui était à une poignée de main de Chopin, puisqu'il a eu comme maître, quand il était tout petit, il jouait mieux à 6 ans que moi je ne jouerais à 60 ans, il a eu comme maître Franz Liszt, qui était le meilleur ami de Chopin. Et donc il est probable que cet homme, au tout début du XXe siècle, c'est un enregistrement des années 20, offre un témoignage, alors si c'est un grand interprète, il joue comme lui, il veut jouer, mais il est imprégné certainement de comment jouait Chopin. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne joue plus comme ça, et là, je rejoins ceux qui n'ont pas aimé ça, il y a trop de variations. Mais on va réécouter le tout début du premier, puis on va réécouter le deuxième parce que ça vaut la peine. En fait, ce que vous avez éprouvé là, vous l'avez extrêmement bien décrit, ce mal de mer, ces vagues, c'est cette notion de rubato. Et le rubato, rubare en italien, ça veut dire voler, hein, voler du temps. Voilà. Mais quelqu'un a dit du rubato, c'est un glorieux larcin, à condition que ce qui a été pris soit rendu. Donc il y a une relation économique, en principe on ne va pas en prison. Quand la mesure métronomique, c'est le temps de la montre. Ça, c'est pas la musique, c'est le code. Mais pour que la musique soit vivante, elle bouge. On ne peut jamais répéter 2 fois la même chose. Il y a une variation. J'ai appris en discutant avec un médecin qui me disait la pulsation elle est régulière du cœur, mais en réalité, dans le détail, le battement cardiaque est sans cesse irrégulier légèrement. Donc, qui dit... Alors ici, c'est tout à fait extrême, mais je vous rejoins encore une fois sur le style de ça. Mais c'est un immense maître du piano. Mais quelle que soit la musique, Bach aussi, qu'on prend pour un métronome, la musique bien interprétée, elle bouge. Elle n'est jamais... voilà. Alors, ce dont je veux vous parler, au fond, cet art des musiciens, c'est cet art du vol du temps. Bourechlev disait la chose suivante, le temps en musique, avant d'être une question esthétique, c'est une question purement économique. Il y a vraiment une relation du prendre et du rendre. Très concrètement, si je prends le temps sur le premier temps de la valse, tam, ta, tam, 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 je le rends sur les 2 temps suivants. Chopin disait, le rubato, c'est localement, ça bouge. Mais globalement, on respecte strictement la proportion et la temporalité de l'œuvre. Donc, il y a une souplesse à l'intérieur, mais tout ceci se fait de manière très professionnelle en rendant ce que l'on a pris. On cherche toujours un équilibre. Ce n'est pas quand je veux, si je veux. Une autre manière de l'exprimer, cette idée du local et du global, c'est Liszt qui disait ceci. Regardez ces arbres, le vent joue dans leurs feuilles, les fait ondoyer, mais l'arbre ne bouge pas. Voilà le rubato chopinesque. Il n'y a pas de recette, c'est un métier. Certains élèves, ils sont retranscrits dans cet ouvrage, se plaignaient amèrement, c'est en général d'excellents musiciens, d'aller chez Chopin la semaine suivante. Il leur avait montré, voilà, là il faut vraiment bouger un peu. Il faisait exactement ce qu'il avait demandé. Il disait non, mais c'est pas du tout ça. Parce que la semaine suivante, c'était autre chose. Et lui, il rejouait de manière totalement différente, tout aussi merveilleuse. Et voilà. Mais ce n'est pas une recette, c'est un principe. Alors, on nous dira comment on apprend ceci. Eh bien, en pratiquant, en travaillant. Et là, l'idée maintenant de cette métaphore, c'est de se dire vous êtes tous professionnels dans vos domaines. Vous pouvez certainement être aux aguets sur où vous pouvez perdre un peu de temps et où il faudra le rendre. En osant, oser, c'est certainement un mot important. Quand on enseigne le piano, on doit essayer d'abord apprendre la mesure, puis après casser un peu, puis oser. Tenter, échouer, revenir, réessayer.
Et puis aussi, on apprend ça en regardant comment font les autres, parce qu'il y en a qui sont des maîtres du rubato, qui savent très bien voler le temps sans jamais se faire prendre. Je vous repasse simplement le début, parce que c'est important que vous éprouviez de cette... Alors, voici juste le début de la première. La mesure est vraiment très... Vous l'avez très bien dit, hein. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, il y a un métronome, ça marche, c'est juste. C'est une bonne exécution. Voilà. On prend l'autre, qui effectivement est excessif. Rosenthal, c'était un homme totalement excessif. Il donnait des concerts de 4 heures, 8 sonates de Beethoven. Après, il mangeait 4 côtes de bœuf pour se restaurer. Il a des moustaches comme ça. Allez voir sur Internet, on trouve des photos. Il paraît qu'il était absolument... Aucune femme ne pouvait résister. Puis quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, en réalité, une musicienne m'a dit un jour, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, la puissance qui se dégage de cette tête de bœuf, de taureau, et le toucher d'une délicatesse inouïe. Ah, j'ai dit, ah bah ouais. C'est vrai. Voici, on réécoute le deuxième, complètement. Déjà là, il fait... faire 2 séquences de plus en plus rapides. L'écoute a un peu peut-être changé, deuxième écoute, hein, évidemment décodage. Mais encore une fois, ce qu'il y a de certain, c'est que plus personne ne joue comme ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut vendre au Japon, en Afrique, et puis il faut normaliser un peu les choses. Hein. Mais certains grands maîtres viennent et jouent encore comme ça. Des gens comme le pianiste Sokolov, pour ceux qui connaissent, qui était récemment au Victoria Hall. C'était voilà, un anti-programme, anti-sexy absolument, et puis stupéfiant. Voilà. Je... passe maintenant sur une dimension, disons, de décodage métaphorique. Alors, cette question de perdre du temps, cette question, c'est pourquoi perdre du temps? On peut dire que la première de ces raisons, c'est pour penser. Je cite quelques auteurs. Hannah Arendt, dans Considération morale, nous dit la chose suivante au sujet de penser. Parce qu'il est vrai qu'au moment même où nous commençons de penser à un sujet, quel qu'il soit, nous arrêtons toute activité. Et inversement, une quelconque activité interrompt le processus de pensée. C'est comme si nous nous déplacions dans un monde différent. Le temps de réflexion accordé selon une grande étude par les cadres sur un sujet, vous avez une idée? C'est cité par François Dupuis, La faillite de la pensée managériale, ça vient de sortir. Combien de temps consacre un cadre à réfléchir à un sujet? En moyenne. Il connaît le sujet, il a travaillé 35 ans à INSEAD. Voilà, en gros, en moyenne 7 minutes. Voilà. Et c'est pas parce qu'il n'est pas bien, mais il y a un bombardement massif de choses à faire, un crépitement généralisé, et puis il n'a pas plus de 7 minutes à consacrer pour un sujet. Un autre... article extraordinaire, rien que le titre est merveilleux. Where is the boss? Trapped in a meeting. Wall Street Journal. On sait que les cadres, les hauts cadres, on nous parle d'une étude où sur 55 à 60 heures que travaille un haut cadre, parce que c'est ça, minimum.
Il passe au maximum 5 à 6 heures par semaine dans son bureau seul. Et puis encore, pense-t-il. Alors la question de penser, Hannah Arendt dit très bien, penser est dangereux. Hein, parce que penser, ça n'apporte rien. Ça enlève les certitudes, ça crée le doute, ça remue tout. Mais par contre, ne pas penser, c'est encore plus dangereux. Hein. Et évidemment, elle a écrit sur ce thème-là dans de nombreux contextes. Ne pas penser est encore plus dangereux. Et penser aujourd'hui dans un open space, hein, où j'étais dans une cycle de conférence où il y avait un professeur qui nous a expliqué qu'aujourd'hui, la stratégie, mais depuis les années 20, on a cette idée, c'est le panoptique. C'est-à-dire que tout doit être visible dans le lieu dans lequel on se trouve. Penser, si on le fait, moi je le fais, en tout cas j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est vraiment aller à la fenêtre. Hein. Alors aller à la fenêtre une fois, 2 fois, mais 25 fois par jour comme moi je le fais, j'ai la chance de le faire. Hein, et pas aller au Windows, évidemment. Hein. Aller à la fenêtre, regarder ce qui se passe. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure dans l'introduction. C'est important. C'est une manière de se connecter. Une deuxième façon, pourquoi perdre du temps? Une deuxième raison, c'est pour connaître de façon approfondie. Alors là aussi, il y a Michel Crozier notamment, un pape de l'approche systémique, de la rationalité limitée. Il dit au fond comment un cadre, plus on est loin du terrain, plus on ne connaît pas les choses au fond. Et on a une vision stratégique, mais on connaît moins ce qui se passe dans le détail. Et l'organisation, finalement, c'est souvent des détails. Et puis l'organisation, c'est extrêmement complexe. Il faut prendre le temps pour comprendre comment ça marche. Ça prend beaucoup de temps. Les tableaux de bord, les statistiques sont certes importantes, mais à un moment donné, elles rendent sourd à des choses plus importantes qui ne seront jamais dans le radar. Il y a une anecdote tout à fait intéressante que j'aime citer, c'est le cas d'une usine de filature où ça fait des années qu'ils ont des pertes de productivité par rupture de fil sur la chaîne de production. Et puis un nouveau cadre qui arrive, qui a bien lu son Crozier, puis il se dit, moi j'aimerais bien avoir, il est à N plus 27 dans la hiérarchie, donc il est très très haut sur le sommet de la pyramide, et puis il dit, j'aimerais le N1, celui qui est sur la chaîne de production dans le bureau de la direction générale. Et puis il lui dit, vous avez une idée sur comment on peut résoudre ce problème de rupture du fil sur la chaîne? Je dis, oui, je crois que j'ai une idée. Ils mettent en œuvre ce que l'ouvrier avait en tête, et puis ça marche, et il y a un gain de productivité de 4-5%. Il le recroise, il dit, ben, ça fait combien de temps que vous aviez cette idée? 27 ans. Personne n'avait perdu le temps d'aller lui demander, ou simplement de se déplacer, aller voir ce qui se passait. Hein. Cette connaissance approfondie, je donne un deuxième exemple, elle est liée à la question du pouvoir, c'est-à-dire simplement le fait de faire les choses. Et l'auteur Crozier, comme aussi François Dupuis, hein, qui est vraiment un disciple, évoque des choses tout à fait intéressantes. Ils disent qu'il y a le pouvoir formel, ce qu'on a sur la carte de visite, et puis il y a le pouvoir organisationnel, qui est dans le... Je pense que ça vous parlera, moi je l'ai vécu personnellement. Et dans le phénomène bureaucratique, Crozier décrit très très bien le fonctionnement, les relations, les jeux d'interaction et de pouvoir entre 3 acteurs principaux, l'ouvrier, le contremaître et l'ingénieur. 1, 2, 3. Qui a le pouvoir réel dans cette organisation selon vous? Dans l'usine, l'ouvrier, le contremaître, l'ingénieur. Le contremaître. Le contremaître, c'est un ancien ouvrier. Il jouit d'une autorité sur l'équipe. Il peut, si vraiment on l'ennuie sérieusement, produire des petites pannes perlées, c'est ce qui est décrit et faire que l'ingénieur qui l'ennuie toute la journée avec ses ordres qui n'ont ni queue ni tête s'arrache les cheveux, tout en gardant toujours le sourire. Pour décoder ça, je parlais avec quelqu'un qui travaille dans ce contexte-là. Il me dit, moi c'est marrant que vous me disiez ça, j'ai mis 2 ans à comprendre ça. Peut-être que s'il avait passé plus de temps, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais à saisir, ou à lire Crozier, ou à lire d'autres auteurs, il aurait peut-être, en perdant ce temps, il aurait mieux compris certaines choses, il aurait pu gagner ensuite, ou éviter certains revers, ou certaines choses douloureuses ou non souhaitables. Troisième raison, pourquoi perdre du temps? Pour écouter.
Daniel Pink, un auteur hilarant, il cite une étude aux États-Unis qui parle du temps qu'écoute un médecin son patient avant de l'interrompre aux États-Unis. Combien de temps ? 20 secondes. Voilà, j'étais récemment dans un autre environnement, on m'a dit qu'en Suisse, les études disent plutôt 45 secondes pour les docteurs suisses. Donc on est déjà... Voilà. Or, ils ont fait ensuite, ils ont pris ce panel de gens qui veulent gagner du temps. Hein. Voilà, ils veulent gagner, ils en perdent. On leur a proposé de ne pas interrompre la patiente pendant 2 minutes. Et puis on a observé une réduction massive de 10-20% des pathologies. Parce que, évidemment, le patient, la patiente, monsieur va venir parler de son épouse à partir de 40 secondes, ils ont au-delà de 30 ans de mariage, hein, évidemment. Madame parlera de son pet ou de son cochon d'Inde, etc. Puis on se dit, bon, on n'est pas là pour ça, vous m'avez parlé de votre ulcère. Mais évidemment que quand on prend le temps un peu, puis que ça part un peu dans tous les sens, au fond, de quoi est-il question ? On fait des liens. On fait des liens entre les éléments, et puis on va au-delà de simplement une réponse binaire. Et c'est le propre de l'être humain d'être complexe, d'avoir des liaisons étranges. Hein. On peut se faire très très mal à la main et perdre l'odorat, etc. Et c'est écrit nulle part. Donc ce temps de l'écoute, c'est un temps perdu, entre guillemets, mais qui en réalité, dans ce cas-là, finit par faire réduire 20% de problèmes de santé. Je cite un deuxième cas, Mandela, très brièvement. Ce n'est pas dans Invictus, mais c'est dans son livre, Un long chemin vers la liberté. Il dit que toute sa vie, il a été très, très imprégné par ce que faisait son père, qui était un notable, un dignitaire important dans sa tribu. Et quand il recevait les hommes du village, il vraiment mettait un point d'honneur à écouter chacun avant de s'exprimer, toujours. Voilà. Et puis, Mandela a essayé d'appliquer ceci, parce qu'il pensait que c'était une manière sage de gouverner, que de perdre ce temps à écouter. Une autre bonne raison de perdre du temps pour intégrer une personne, par exemple, ou un système aussi. Et pour expliquer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, je cite aussi dans un article qui est sur le net, le cas remarquable d'un responsable ressources humaines, M. Hornung, de l'écurie Red Bull, qui font de la course automobile, qui engage un certain Adrian Newey. Ce monsieur a un certain talent, mais jusqu'à là, il a plutôt collectionné les échecs. Il l'engage, il sent que ce type-là, il a un truc spécial, et puis que pour Red Bull, ce sera très bien. Et dans l'interview, il dit j'ai dû prendre beaucoup de temps avec Adrian parce que c'est un créateur, c'est quelqu'un qui, voilà, on ne pouvait pas travailler normalement. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps pour qu'il soit intégré dans l'équipe. Et Red Bull ensuite a tout gagné grâce à ce designer qui aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, mais un très grand designer de l'industrie automobile. Et dans un deuxième temps, une fois que le succès est arrivé, bien entendu, quand le succès arrive, les muses arrivent, hein, parce que dans la Grèce, on pense que les muses sont toujours là, mais en fait, c'est plutôt quand le succès arrive que les muses arrivent. Et là, les muses arrivent, il faut lui proposer 2 fois le salaire, qui était déjà excellent, en millions, pour aller chez une écurie concurrente. On lui propose le double. Que fait Adrian Newey ? Il ne change pas, il reste. Il reste chez son employeur qui a perdu ce temps. Je viens déjà à quelque chose d'important, je dirais en conclusion, se perdre le temps, quand on dit que ce n'est pas une recette, c'est vraiment pas une recette. C'est-à-dire que si on perd du temps parce qu'on espère qu'il va adhérer ou il ne va pas nous trahir, ou il ne va pas nous prendre le poste quand il sera aussi formé que nous, évidemment ça ne marche pas. Il y a cette notion d'instinct, métier, de gratuité, mais il y a l'idée de la gratuité d'un geste fondamental. On le fait parce qu'on sent qu'on doit le faire, c'est tout. On ne pense pas en termes de gagner-perdre. Et ce n'est pas pour autant qu'on est un poète totalement déconnecté de la réalité, ça reste de l'économie, mais c'est plus subtil. On fait les choses parce qu'on sent qu'elles doivent être faites et on prend le risque, effectivement, de perdre. Je reviens à François Dupuis, son livre est vraiment fourmi d'anecdotes intéressantes sur ce thème-là.
Il dit, pour un cadre, la chose la plus simple à faire, mais vraiment la plus simple, qui se fait en moins d'une seconde, c'est décider. Il n'y a rien de plus facile que prendre une décision. Hein? Voilà. Ce qui est infiniment plus difficile, c'est de mettre en œuvre cette décision. Hein? Et c'est quand on voit parfois ce qu'on appelle, il parle beaucoup de cette fameuse résistance qui est opposée. Il nous dit deux choses. Il dit, il faudrait toujours postuler l'intelligence des acteurs. Ceux qui résistent, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils sont intelligents. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est bien, mais ce qu'on appelle résistance, souvent, est une question du fait qu'on n'a pas pris le temps de voir que ce n'était pas facile de mettre en œuvre cette décision qu'on a prise et qu'il faudrait peut-être passer plus de temps pour, ou adapter un peu les choses pour que la mise en œuvre puisse être effective, hein, et qu'il y ait un équilibre entre les différentes parties du système. Tout ceci demande du temps. Dans un autre ouvrage vraiment étouffe chrétien, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, extraordinaire, Boltanski-Capello, j'ai tenu jusqu'à la page 634, où on nous évoque, alors ça ne parle que de la France, c'est écrit dans les années 90, mais c'est un ouvrage personnellement qui m'a ouvert sur voilà, comment des hommes de bonne volonté qui se succèdent génération après génération en France mettent en place des systèmes qui aujourd'hui font que ça va très mal, alors que tout a été pensé avec certains idéaux. Donc c'est remarquablement étayé. Page 634, ils nous parlent un peu du temps, puis ils disent au fond, chaque fois que possible, on pourrait essayer un peu de ralentir, ou de prendre un peu plus de temps. Il parle du projet, de la dimension projet. Hein. Prendre un peu plus de temps, rajouter un peu de temps au projet, parce qu'on sent qu'on a une dimension qui mérite d'être creusée. Espacer un peu les échéances. Retarder le temps de l'épreuve, de la mise à l'épreuve de quelque chose. Voilà, ce rapport de freinage léger, disons, et non implacable, non métrique, cette sorte de rubato, qui respecte globalement l'intérêt de l'organisation, mais qui concilie aussi l'intérêt des humains et de la qualité d'un travail. Je vais y revenir. La notion de détection des signaux de faible intensité, là vous parliez de la machine à café, c'est le haut lieu de la détection des signaux de faible intensité. Il y a un article célèbre écrit par un ancien professeur, Gilbert Probst, de HEC Genève, et Sébastien Reich, qui était à Saint-Gall, qui est maintenant à Genève. C'est un article qui a été primé au niveau mondial, qui s'appelle « The Logic of Failure ». Dans cet article, il commence très vite en parlant de honte aux dirigeants de certaines organisations qui étaient très florissantes, qui allaient très très bien, qui n'étaient pas en fin de vie. Il s'agit de Enron, Vivendi, Swissair, Pathé Marconi, etc. Ils ont étudié une quarantaine de grandes faillites. Et ils se sont demandé que se passe-t-il. Ils ont pris toutes ces entreprises qui avaient des chiffres comme ça, qui allaient très 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 haut, une érection extraordinaire de toutes les courbes, et qui se sont effondrées du jour au lendemain. La thèse, c'est déséquilibre. Trop de changements trop vite, ça a amené certaines faillites. Ou alors, trop peu de changements, trop lentement, ça a amené aussi d'autres faillites. Et comment trouver l'entre-deux? Et la thèse des auteurs, c'est de dire les gens qui dirigeaient là n'ont pas pris le temps peut-être d'aller à la machine à café ou que ce soit, parce que s'ils avaient été, comme nous on est allés interviewer les gens, ils auraient eu les réponses qu'on nous a faites chez Pathé Marconi, où on nous dit après 60 acquisitions de nouvelles organisations agglomérées à l'entreprise en une année, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus pourquoi on travaille, on n'a juste plus envie d'être là, mais on reste là parce qu'il faut acheter les spaghettis pour la fin de la semaine. Ces signaux de faible intensité ne seront jamais visibles dans les statistiques, jamais, puisque par essence elles sont réductrices pour être claires. Donc, perdre du temps, c'est aussi aller à ces choses fines, en dessous du radar, comme un complément. Hein. La notion d'interaction sociale, je ne vais pas allonger, je crois que l'introduction qui a été faite était très claire. On sait qu'interagir socialement, depuis toujours, dans les usines, on s'est rendu compte dès les années 20 où on faisait trôner le chronomètre en mètre. Le toyotisme, hein, cette façon d'essayer d'améliorer sans arrêt les choses. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle qui parle du suicide chez Toyota, parce que de tout améliorer chaque geste pour qu'on n'ait plus un geste perdu, les gens deviennent fous. Les humains ne sont pas des machines, et très vite on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un temps d'interaction, un temps de va-et-vient, de souplesse,
parce que finalement, ce temps perdu, c'était un temps gagné de productivité, parce que les humains sont des humains et pas des machines. Ils sont beaucoup plus et beaucoup mieux que des machines. Enfin, dernier élément de cette grosse partie, ça va, vous n'êtes pas trop... Des fois, je ne me comprends pas quand je parle, alors je ne sais pas si... Ici, un livre écrit en 1944, La Grande Transformation, Karl Polanyi, qui est considéré comme un économiste qui va vraiment influencer le XXIe siècle. La thèse centrale de cet ouvrage, c'est dire la marchandisation totale de la société et du travail est un non-sens, ça ne peut pas durer. Il ne s'agit pas de réfuter le système actuel, mais vraiment de le faire évoluer, hein, et c'est écrit en 1944. Et dans le chapitre 4, avec les commentaires très consistant, il cite beaucoup d'anthropologues sur le travail. Qu'est-ce que le travail? Essentiellement, ce qui est dit, c'est dire, dans aucune civilisation et jamais sur cette terre, les êtres humains n'ont travaillé dans le seul but de produire quelque chose et c'est tout. Hein, ça suffit. On va toujours au-delà de l'indispensable. On essaye toujours de faire beau, de faire bien. La plupart d'entre nous, on est très... Alors pourquoi le fait-on? Eh bien, d'après les anthropologues, par exemple, ils disent, on nous dit la chose suivante, Malinowski, un anthropologue cité par Polanyi, la perfection de son jardinage est l'indice général de la valeur sociale d'une personne. Chez les Maoris, c'est pareil. Le travail pour lui-même est un trait constant de l'industrie des Maoris. Beaucoup de temps et d'applications sont consacrés à des travaux d'aménagement, veiller à la bonne ordonnance des jardins, faire que ceux-ci soient propres et déblayés, édifier de belles et solides clôtures. Tout cela est dans une certaine mesure requis pour que les plantes arrivent en de bonnes conditions à maturité. Mais il n'est pas douteux que les indigènes poussent la conscience professionnelle bien au-delà de l'indispensable. Voilà, le bien faire les choses, la compétition, à qui fera le plus beau, l'émulation, à qui est capable de faire le plus beau travail, évidemment que ça vaut dans tous les domaines. Donc perdre du temps pour qu'il y ait ce plaisir du bien faire les choses, qui est si important, qui est fondamental, qui est chevillé au corps de chacun d'entre nous. Je côtoie beaucoup de gens qui travaillent et j'en ai pas croisé un qui me disent je m'en fiche complètement, ou alors il a vraiment renoncé à tout. Et puis il y a cette notion enfin de réciprocité, se prendre et se rendre. On perd du temps parce qu'on en a perdu hier pour moi. Et moi aussi je perds du temps pour l'autre. Et cette réciprocité va au-delà de... Ça n'a rien à voir, enfin je ne souhaite pas rentrer dans le discours moral, ce n'est pas mon domaine et mon sujet. En réalité, cette réciprocité est une manière d'échanger de façon économique subtile entre les êtres humains depuis la nuit des temps. Hein. On a un ami qui a moins de sous, qui a des soucis, on l'invite 5 fois à manger, mais si... La fois, il n'y a aucun problème, on peut l'inviter 25 fois à manger, mais si le jour où on lui dit, là j'ai un petit souci, tu as 5 minutes parce que je veux te parler de quelque chose de grave, puis non, vraiment j'ai pas le temps, là j'ai trouvé un boulot. Eh ben, cette non-réciprocité, nous tous, à un moment donné, on va dire non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas dans un contrat, mais cette réciprocité est réelle. Et ceci aussi crée du lien, crée des statuts, crée des forces, qui sont bien en deçà de tout ce qui est organigramme et statistique, mais ces choses-là sont fondamentales, elles constituent nos sociétés. Voilà, j'aimerais aller maintenant en accélérant un peu pour évoquer brièvement cette question des obstacles et des interstices. Alors pourquoi finalement on ne prend pas un peu de temps pour penser mieux, pour connaître de façon plus approfondie, etc. Il y a certainement de très bonnes raisons pour nous tous, que j'appelle les obstacles, mais il y a aussi des interstices, et peut-être un obstacle auquel vous ne pensez pas. Alors pourquoi, au fond, tout s'accélère? Eh bien, on va dire qu'au niveau global, depuis au moins 20 ans, la chute du mur, l'invention d'Internet, les années 90, on assiste à une complexification, la mondialisation, l'OMC, la libéralisation des marchés, la marchandisation, l'accélération, l'interconnexion, la médiatisation, etc., etc. Tout ceci amène sur les organisations une pression qui leur demande plus de performance, plus de productivité, plus de concurrence. Et
chose assez paradoxale, remarquez-le, c'est que pour que les échanges soient de plus en plus libres au niveau global, il faut en même temps qu'on harmonise et qu'on régule les choses au niveau local. Donc plus on veut libérer les choses à un niveau très complexe, plus il faut produire des textes et des procédures très complexes pour que tout ceci fonctionne. On amène de nouvelles technologies, des outils qui sont censés nous aider à faire tout ça, des procédures, des normes, des compliance, hein, des normes de conformité, des règles, des contrôles. Parce que la complexité augmente, il faut contrôler, on a peur de ne plus maîtriser. Et évidemment que tout ceci, ce sont des facteurs d'impossibilité à perdre du temps, puisqu'on a toujours quelque chose à faire, on a toujours des procédures à remplir, etc. Alors, sommes-nous victimes en tant qu'individus? Je reviens à ce François Dupuis qui, dans son ouvrage « La faillite de la pensée managériale », il était engagé comme consultant et il décrit la situation où une entreprise qui avait réussi à freiner la question des procédures, et c'était très souple, il n'y avait pas trop d'éléments régulateurs qui empêchaient les gens de simplement prendre le temps de faire les choses bien. Un actionnaire vient à la tête de cette entreprise et puis il décide d'acheter une autre organisation. Et tout à coup, il est question d'harmonisation des process. Alors là, l'auteur nous dit, c'est redoutable. Quand on dit harmonisation des process, sortez les parapluies. Ça s'est mis à rugir, comme dans une ruche, où il fallait harmoniser les choses. On a commencé à avoir les premiers problèmes de burn-out, d'explosion au poste de travail, de dysfonctionnement, etc. Évidemment, on a attribué ça à l'actionnaire, au méchant actionnaire qui avait amener le concept d'harmonisation des process. Or, ce qui a été constaté, c'est que sur 100% des nouvelles procédures qui devenaient vraiment castratrices et qui empêchaient de perdre une seconde, seuls 25% des procédures répondaient à la demande de l'actionnaire. 75% de ces procédures, règles et autres normes qui figeaient tout ont été mises en place par les individus eux-mêmes, chacun à leur niveau. S'il devait y avoir un message, avant d'arriver à la conclusion, là je passe juste les normes que doit subir, enfin que doit respecter, c'est la moitié des normes que doit respecter une petite cuisine scolaire dans un village de Suisse allemande. Ah, on nous dit par exemple, état irréprochable du revêtement du sol, c'est fondamental. Et puis en même temps, nettoyage à fond régulier du sol, et puis on nous dit procédure de travail sûre. Donc si on se fracasse le crâne parce qu'on a glissé sur ce sol ultra nettoyé, dans quel cas est-on? Donc il y a des dilemmes, c'est complexe. Ce qui est évident, et je crois que là je me fais l'écho de pensées nombreuses, et j'y crois évidemment moi aussi, c'est qu'on peut on peut aller vers le moins de plus et le plus de mieux. Et que chacun de nous peut jouer un peu ça à son niveau. Je ne prendrai que pour exemple la question de la communication, de la connexion permanente. Toutes les études nous montrent que recevoir 60, 100, 150 mails par jour, bip, tic, tac, des sortes fractionne la pensée, d'une part, atomise le travail et nous fait remonter en surface, et en même temps atomise les individus, parce qu'ils fonctionnent par médias interposés. Il ne s'agit pas d'annuler ces médias, mais sans doute comment les gérer mieux. Et là, chacun de nous, en général, est coupable. Moi, je le suis. Je suis incapable d'éteindre mon mail parce que je suis terré dans mon bureau à longueur de journée. Quand j'ai un mail, j'ai un peu de vie qui vient. Voilà. Mais quand j'arrête le mail et puis que je me mets à écouter du Brahms et puis à faire quelque chose pendant 3 heures, je me dis là, j'ai plus que 3 heures, sinon je suis mort. J'arrête le mail, le temps change complètement, totalement. Il y a une série de gestes tout simples. J'ai connu un responsable dans une institution psychiatrique en Suisse romande qui disait quand il est arrivé, il y avait 3000 procédures, y compris il y avait une dizaine de procédures pour le nettoyage du frigo. En 5 ans, ils sont passés de 3000 procédures à 50 procédures. Ils ont gardé les essentiels.
Puis résultat des courses, cette personne, quand je vais la voir, puisque j'ai travaillé avec eux, on passe 4 heures dans le bureau. Puis je dis, mais vous avez des responsabilités, là. Il a 4 heures à me consacrer, il n'y a pas de problème. Il a du temps, et puis il se balade dans ses diverses équipes sur les multiples sites qu'il a. Là, chacun à notre niveau, avons la possibilité de débrancher certains boutons, de balancer certaines statistiques qui peuvent être utiles, mais pas à l'excès. Voilà, sans doute pour essayer de gagner du temps à perdre. Voilà, on arrive vers une conclusion en 2 ou 3 étapes, hein, diminuendo, rallentando. Prendre et donner du temps, bien, ça implique une exigence, un risque. J'ai évoqué ça avec... C'est pour ça que je ne m'aventure pas sur le terrain de la morale, parce qu'il s'agit vraiment d'une dimension métier. C'est ce que nous montre la musique. Prendre et donner du temps, ce rubato. Moi, j'essaie de le pratiquer du mieux que je peux, mais c'est très complexe. Et ça se travaille, c'est tout. Ça se travaille en osant, en allant chez le maître, qui nous enseigne aussi, en regardant comment font les autres. Donc il y a une exigence d'idéal économique, au sens très noble du terme. Voilà, prendre, rendre. Il y a aussi un risque, parce que le premier risque, quand on perd un peu de temps, c'est l'inconfort. Ça, on ne peut pas y échapper. Il y a un inconfort parce qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait peut-être pas faire selon les normes en vigueur, ou selon des fois souvent les normes que nous-mêmes on s'est fixées. Donc on prend le risque de l'inconfort. Incompressible. Il y a cette notion d'être à l'écoute de soi, des autres, de l'ouvrage. Un peintre, ta pièce, dit « j'attends pas trop avant de commencer à peindre, parce que de toute façon, je deviendrai fou. Parce qu'à peine je commence à jeter quelques jets de peinture sur la toile commence à résister. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais. Et là, le travail commence. Donc ça ne sert à rien de cogiter 6 mois, de toute façon, ce ne sera pas ce que je voulais. Donc voilà, il attaque. Un être à l'écoute de l'ouvrage, des autres, de soi-même, de l'organisation, de l'environnement, tout ça prend du temps. On n'a pas besoin d'oreilles pour écouter, hein, c'est aussi important. Il y a une gratuité du geste fondamentale, c'est-à-dire on fait la chose parce qu'on sent que c'est nécessaire de la faire. Voilà, on peut se dire dès la semaine prochaine, 2 heures par semaine, là je vais vraiment essayer de faire quelque chose qui me paraît nécessaire, même si en principe je n'aurai pas le temps. Et puis effectivement, ça demande un changement de posture individuelle, là je m'inclus vraiment. Ces outils sont des véritables sirènes hein, qui nous attirent sur les récifs. Ils sont censés nous sauver, mais ils nous font nous fracasser au risque. Et puis souvent, le niveau de complexité augmente massivement quand il s'agit de changer une culture. Comment faire interagir les gens un petit peu différemment. Mais là, il y a toute une série d'exemples tout simples qui sont montrés. Il y a des règles qui consistent à faire au même étage, s'il n'y a pas de document attaché, pas de mail, vous allez voir la personne. Certaines organisations en Allemagne, sur les emails, qui sont quand même un sujet chaud, ont éliminé la reply to all, répondre à tous. Il n'y a plus le bouton. Voilà, c'est où? C'est fini, terminé. Donc il y a vraiment des choses tout à fait pragmatiques, pas à pas, note à note, qui peuvent être construites à partir du moment où on se rend compte que ces outils qui peuvent nous aider finissent par nous atomiser littéralement s'ils sont lâchés dans la nature comme ça sans frein, et que nous sommes tous co-responsables plus ou moins de ce fait-là. Prendre du temps et donner du temps, bien, ça peut générer quoi? Qualité de la pensée, des mises en œuvre, hein, des constructions, des processus, la qualité du lien avec les personnes, les clients évidemment, les patients, les résidents, et de l'ouvrage qui va susciter en retour de la confiance, du respect, une émulation, une joie de travailler, une joie de se lever le matin pour aller faire quelque chose. Ça peut attirer de l'adhésion, de l'engagement, mais on ne peut pas le calculer, ça. Et puis enfin, la notion de détection de faibles signaux, de faible intensité, je l'ai évoqué. Et puis ce mot extraordinaire que j'adore, parce qu'il est musical, que les Anglais utilisent, intraduisible, serendipity. Perdre du temps, c'est peut-être augmenter la probabilité de serendipity. C'est cette chose qui fait qu'on tend vers une direction, on sait où on veut aller, on ne sait pas exactement le chemin, donc on tâtonne un petit peu, comme Dante dans sa forêt. Hein, il a fait une grosse dépression autour de 40 ans, quand il a écrit la Divine Comédie. On tâtonne, on perd du temps, on va dans une direction, on sait qu'on doit aller là, on prend quelques risques, et tout à coup émerge quelque chose qu'on n'avait pas attendu. Une main tendue, quelqu'un qui trouve la solution qu'on n'aurait jamais pu imaginer seul, etc., etc., etc.
Alors la question, je l'ai dit au départ, évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause l'ordre établi, juste de le faire danser un peu et faire que le temps des montres, qui est la lutte pour les marges, on veut des marges pour aller dormir tranquille, on va avoir notre salaire à la fin du mois, nourrir nos enfants, puisse être concilié avec les temps de l'humain. Les temps de l'humain, c'est la lutte pour la marge, une marge pour la joie, pour le plaisir de travailler, pour faire les choses comme nous aimons les faire. Trouver un équilibrage entre ces deux temps-là, sachant que le temps des montres est vraiment massivement dominant aujourd'hui. Alors, je voulais conclure, ou pratiquement conclure, avec deux extraits musicaux, pour vous montrer que le temps des montres n'a rien d'atroce. Des compositeurs comme Steve Reich ont créé des œuvres qui s'inspirent vraiment du temps de la montre. Voici. Alors, je ne passe pas toute l'œuvre qui dure 1 heure, je passe le début, c'est explicite. Ça dure 1 heure. Ça finit dans une apothéose et non-stop. Hein, voilà. Bon, on fait, bien sûr, c'est remarquable. Hein, on peut faire des choses extraordinaires. Voilà. Et il y a ce temps-là, c'est de la musique répétitive. On travaille avec ça, notamment dans la musique techno, par exemple. Et puis, il y a un autre temps. J'ai choisi, alors encore une fois, ça tombe mal, mais c'est une messe. Mais Claudio Monteverdi pense toujours à la chair, même quand il écrit une messe. Missa in illo tempore, je l'ai choisi parce que le titre, illo tempore, ça veut dire comme au temps du mythe. Ce temps cyclique, ce temps circulaire, cette continuité du temps qui revient, hein, ces périodes qui nous réunissent toujours, Noël, les fêtes, la réunion du lundi matin, et qui ne sont pas simplement segmentées comme ça. Hein. Dans notre répertoire temporel, la réunion du lundi matin, ça peut signifier l'horreur absolue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se déforme. Et cette unité ou cette multiplicité du temps qui, là, justement, est totalement, où on a le sentiment qu'il n'y a plus de mesure. Mais c'est une autre facette du temps qui est là aussi. Voici.
C'est beau, n'est-ce pas? Le titre du tableau de Paul Klee que vous avez devant les yeux. Le premier s'appelait Black Circle, je trouvais qu'il évoquait la montre, Kandinsky, à droite. Quel titre vous donneriez pour ceux qui ne le connaissent pas? Vous n'osez plus rien dire, là. Soleil couchant, merci. Oui? Centre du monde, très bien. Voilà, il y en a qui proposent l'origine du monde, ça c'est un autre tableau. Il s'appelle Ad marginem, dans la marge. C'est un joueur, hein, comme tous ceux qui travaillent sérieusement, ils aiment jouer. Et regardez ce qui se passe autour, là, il y a plein de vie. La marge, l'interstice. Un collègue mécanicien d'un ami ébéniste lui a dit « Le jeu est l'âme de la mécanique ». Dans la marge, dans l'interstice, il y a un peu de jeu, c'est là que ça se passe. Voilà. Alors là, on a nos problèmes, on a nos objectifs, mais il y a toujours une marge dans laquelle on peut œuvrer à essayer de perdre du temps, puisqu'au fond, ça aurait été le message central, essayez de perdre du temps dès demain matin, si vous ne le faites pas déjà. Hein. Mais attention, pas pendant la pause, pendant le travail. Hein. Voilà. Alors, quant à faire, comment faire, évidemment, j'en ai aucune idée. C'est un principe, je ne connais pas les recettes, mais à quel moment enclencher ce moteur de la perte du temps? Eh bien, si le capitalisme aujourd'hui, c'est passage de la valeur espace à la valeur temps, sachant que l'homme, c'est le temps, eh bien, l'humain au centre, comme manière de déclencher ce perdre le temps. Je vous remercie. Est-ce que les micros marchent? Oui, superbe. Alors, on va ouvrir l'échange avec le public aux questions. Je fais circuler un micro dans la salle. Levez bien haut la main que je vous vois. Est-ce